les inspecteurs, au fait, le prévenu Matata, en ce moment-là, était Premier ministre. En principe, ce n'est pas lui qui gère. Quelle est sa responsabilité? Lui n'est que Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est parce que le projet était piloté au niveau de la primature. Et il y avait une cellule que le Premier ministre honoraire avait mise en place. C'est à cette cellule qu'appartenait Madame Ida, qui fit par après, elle était conseillère à la primature à l'époque, qui a été nommée par après pour assurer la direction de cette société. Mais nous avons aussi trouvé certaines références de lettres par lesquelles les premiers ministres demandaient au ministre délégué des Finances, parce qu'en ce moment-là, il existait le ministre délégué chargé des Finances. Donc il était délégué par rapport au pouvoir que détenaient les premiers ministres honoraires. Donc les lettres qui demandaient de payer en urgence, et la plupart de ces dépenses étaient exécutées en utilisant la procédure exceptionnelle. Donc c'était hors la chaîne. Donc il fallait débourser cet argent-là par la procédure exceptionnelle. Et cette procédure est activée si le ministre des Finances est en charge des Finances, il écrit une lettre à la banque. Et la banque s'exécute. La régularisation vient après. Et dans le cas d'espèce, le ministre qui gérait les finances à l'époque était le ministre délégué chargé des finances. Ce qui fait qu'une telle lettre devrait provenir du Premier ministre, parce qu'il y a des dépenses comme ça. Merci. Permettez, Monsieur le Président. Attendez, Monsieur le procureur général. Pour un tel projet, il y a des ministres sectoriels. La Cour veut savoir si le travail de préparation, d'élaboration du projet a pris combien de temps et quels sont les ministres sectoriels qui ont préparé avant que le démarrage ne soit lancé. Merci beaucoup, Président. L'équipe de contrôle a fait venir les ministres aussi concernés. Ils avaient été invités et ils ont répondu à nos questions. Et nous avons constaté par la suite qu'aucun ministre n'était vraiment impliqué. Même pour la signature du projet, ils avaient reçu la correspondance, l'invitation pratiquement le même jour, parce que c'est venu le jour avant, ils ont reçu puis sont partis pour la signature. Mais pour les documents signés, aussi bien les ordres de mission pour le contrôle, l'évaluation, le suivi, la mise en place du projet, les ordres de mission sont signés PM au niveau de la primature. Les ordres de paiement également sont signés au niveau de la primature. Même les caisses qui ont géré les fonds de fonctionnement pour différentes actions au niveau du projet, ce sont des bureaux comptables qui malheureusement n'ont pas voulu mettre à notre disposition les éléments avec leur justification. Le bureau comptable de la primature et le bureau comptable du ministère des Finances. Ce sont ces deux bureaux comptables essentiellement, pas les bureaux comptables des autres ministères qui ont également géré le reste des fonds. Pour le fonctionnement, pour le suivi, pour l'évaluation, pour le... Le ministre honoraire des Finances, M. Moulangiav, les ministres délégués
aux Finances, M. Kitebi, et la sénatrice honoraire Ida Kamonji, qui était à l'époque conseillère à la primature. Tous, unanimement, ont déclaré n'avoir pas été associés dans la conception, réalisation et l'exécution de ces projets. Et d'ailleurs, la ministre Munga Messozi, ministre honoraire, s'était même insurgée, je crois que c'est acté au procès-verbal, pour dire qu'on ne devrait pas la mêler à cette affaire parce qu'elle n'était même pas associée à quelque niveau que ce soit. C'est ainsi que elle dira, par exemple, pour les contrats d'actionnariat qu'il fallait signer, on lui fait parvenir les documents les 17 avec instruction formelle du Premier ministre qui n'y a pas à retrancher, il n'y a pas à ajouter les 17. Et on lui intime l'ordre de retourner les documents signés les 18, je crois, février. C'est ce qu'elle avait fait. Et elle a dit, je n'ai même pas eu le temps d'examiner la teneur de ces conventions, donc on ne peut même pas m'associer à cela. Alors, cela est d'autant plus vrai que cela s'est passé au cabinet ou à la primature, parce que nous avons les conseillers en charge du développement, je crois, un certain John Moussoussa Oulimwengu. C'est celui-là qui a pris contact avec le Grobler en Afrique du Sud, qui a été partout, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe, au motif de chercher les partenaires. Et voici ce qu'il dit. Je prends juste quelques paragraphes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, conformément à vos instructions, nous présentons ci-dessous les arguments ayant motivé la structuration des entreprises au niveau du parc agro-industriel de Bukangalonzo. En effet, compte tenu de la complexité des activités du projet agro-industriel, une structuration de celle-ci par filière est indispensable afin de renforcer les conditions d'efficience et de rentabilité de l'ensemble de l'initiative. Je termine là où il dit, nous aimerions terminer en apportant l'attention de votre autorité que les retards dans la création formelle de ces entreprises risquent de perturber significativement la mise en œuvre de l'ensemble de l'initiative. Nous suggérons que ces entreprises soient d'abord créées comme entreprises publiques, avec les 100% des parts appartenant à l'État. À la limite, les partenaires d'Africom peuvent être associés comme il s'agirait d'une négociation directe. Vos instructions nous obligeraient, profond respect. Et la ministre du portefeuille revient sur ces messieurs qui venaient avec les documents, avec des lettres contenant des instructions formelles pour qu'on ne retranche ni qu'on ajoute quoi que ce soit. Les PV est versé au dossier. Je crois que les inspecteurs ont fait part aussi de l'intervention pour la gestion au quotidien, pratiquement du projet. Effectivement, les ordres de mission, il y en a plein dans les dossiers. Tous les ordres de mission sont signés par le Premier ministre, accordés aux membres du cabinet, donc de la primature, pour effectuer les missions, entre guillemets, des contrôles. Bon, apparemment, c'était des missions de villégiature. Et les fonds transités par le comptable code 0506 de la primature. Donc, comme il vous a été dit, aucun ministère n'a été associé ni dans les décaissements, ni dans l'engagement des fonds, si ce n'est que la primature sur ordre formel du prévenu Matata. J'ai dit, et c'est la précision que je voulais donner. Merci, chers collègues. Collègue, si vous avez des précisions. Oui, collègue Sylvain. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole. Toujours dans le souci d'avoir des clarifications et des certitudes, de nous construire notre propre conviction sur ce dossier.
je voudrais poser 2 questions à l'équipe des inspecteurs généraux. Et en commençant par la première, je voudrais aller avec l'équipe à la page 207. 207 de votre rapport de mission sur la gestion du projet Parc agro-industriel de Bukangalonzo au point 5, en rapport avec les constatations. Je voudrais préciser que les constatations commencent à la page 201 bis. Point 4, constatation dans la mise en œuvre du projet. Vous y êtes? Non, non, je ne pense pas que nous soyons arrivés. On y C'est va. au niveau des annexes? On y va. C'est ce rapport-là. Ah, ok. Les La pages page sont- 6, Ok. en bas là. Ok. Voilà. Excusez-moi. Là, c'était la J'étais cotation. sur les cotations. Les cotations. Donc, à la page 6, vous introduisez le point 4 dédié aux constatations dans la mise en œuvre du projet. Et c'est à la page 2, celle que j'ai appelée 207 tout à l'heure, elle correspond exactement à la page 'excusez-moi. C'est pas 12. Oui. Le point 5. C'est 12. C'est la page 12. Le point 5. Alors, sur ce point 5, vous l'intitulez « Abandon du parc agro-industriel de Bukangalonzo et vol des équipements et matériels appartenant au parc ». C'est la 5e constatation. Alors, ma question consiste à savoir si vous avez pu identifier les auteurs ainsi que leurs complices internes ou externes impliqués dans la disparition du matériel du parc agro-industriel après le retour de l'équipe d'Africom en Afrique du Sud. Si c'est le cas, vous pouvez donc le dire à la Cour. Je ne sais pas si, Monsieur le Président, je peux passer à la seconde question pour en rester là. Non, c'est mieux de D'avoir poser. la réponse. Non, D'accord. non, vous donnez la deuxième question, comme ça ils peuvent répondre directement. D'accord. La deuxième question, c'est de savoir si parmi les différentes pièces auxquelles vous avez pu avoir accès pour faciliter la collecte de données lors de vos investigations, existait-il un manuel de procédure dans le cadre de la gestion de ce procès, de ce dossier, de ce projet? Donc un manuel de procédure financière existait-il? Et s'il existait, avez-vous pu déceler quelque chose de particulier dans le processus de décaissement pour le paiement des prestataires par rapport à ce que prévoit ce manuel? De manière beaucoup plus systématique, si vous pouvez revenir sur cet élément-là. Voilà, Monsieur le Président, en quoi consistaient mes 2 préoccupations. Merci, collègues. Ils ont les questions, ils vont répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Par rapport à l'abandon, l'équipe de contrôle a effectué une visite des sites. Et nous avons rencontré beaucoup de difficultés pour faire notamment l'inventaire des biens de Bukangalonzo. Il fallait d'abord enlever pratiquement les herbes touffies de partout, dans toute la concession, avant qu'on ne puisse arriver et
nous avons affronté cette situation-là. En ce qui concerne les cas de vol, c'est toute une dénonciation qui a été faite par un responsable de la police. La police judiciaire, pendant que nous étions en train de constituer le dossier ici, est descendue sur le terrain. Ils avaient même procédé à certaines arrestations. Et je crois que le rapport peut être à votre niveau. Ils avaient procédé à certaines arrestations et nous ne connaissons pas la suite par rapport aux personnes qui avaient été arrêtées par la police judiciaire. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Je voudrais noter que dans le cadre de cet abandon, il y a eu, en l'occurrence, selon le rapport, le pillage d'un important lot de véhicules, engins lourds et pièces de rechange. Et quel était l'état des dénonciations qui ont été faites, parce qu'il me semble qu'il y avait des responsabilités établies. C'est ce qu'on aimerait savoir. Collègues, j'ai les rapports. J'ai comme vous des noms de certaines personnes qui auraient acquis ce matériel, mais la Cour devant demeurer dans sa sagesse, je préférerais que les inspecteurs ne citent pas de noms. Nous les avons dans le dossier et nous exploiterons les PV sans problème. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous allons exploiter le rapport. OK. Oui, collègue Aristide. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. L'équipe des inspecteurs a parlé de la société Fina Africa qui aurait le même objet social que le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Je voudrais savoir où est située cette société actuellement, où est-ce qu'elle exerce ses activités. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la visiter? Quelle est sa santé financière aujourd'hui? Et si vous l'avez visité, comme vous avez constaté que le matériel qui était acheté pour le parc de Bukangalonzo ne s'y retrouve pas, avez-vous par exemple constaté que certains de ces matériels se trouveraient au sein de cette société? La deuxième question. Collègue, c'est pratiquement la même préoccupation. C'est la même préoccupation. Nous avons le dossier. Nous avons des noms. Je suis en train de lire des noms. Mais comme ces personnalités ne sont pas prévenues dans le cadre de ce dossier, ça ne sert à rien de pousser les inspecteurs à citer des noms publiquement alors que nous avons le rapport que nous-mêmes nous allons exploiter le cas échéant. Oui, collègue Dieudonné. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis intéressé par le point 3, page 10, rapport, concernant la sous-facturation. J'aurais souhaité que les inspecteurs généraux de finances puissent nous énumérer ne serait-ce que 3 exemples des écarts qui ont été constatés. Parce que quand je lis le paragraphe 3, par exemple, en ce qui concerne le tracteur versatile, on vous dit que le prix varie entre 74 000 et 94 et que le prix indiqué par Africom est de 520 000 $. Je me dis que mais c'est énorme. Est-ce que c'est le seul exemple? On ne peut pas avoir 2 ou 3 exemples à titre illustratif sur les écarts qui ont été constatés pour davantage fonder notre intime conviction page sur 10. la surfacturation. Page 10. Nous sommes à la page 10. Surfacturation. Oui, oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, collègue. La Cour veut juste avoir même 3. Bon, le tableau est là, il y a plus de 3. Mais il y a plus de 3, c'est beaucoup.
c'est juste pour donner une idée. Quel est le prix sur les marchés et quel est le prix qui a été demandé ou taxé à l'État? Au lieu d'aller au tableau, vous avez le point 3, vous pouvez, ce sont des cas qui sont déjà cités là-bas. Le rapport récupère le prix d'origine. Ah, le tableau. Oui, dans les tableaux. La liste a été même allongée par la suite. Oui. On pourra mettre à votre disposition la liste. Ce tableau ici. C'est 19. Ça, c'est bureau comptable. Regarde. Vous ne retrouvez pas le tableau? On ne retrouve pas, mais un peu de temps, je crois qu'on peut... Bon. Je peux citer un cas où on a extrait... on a extrait les éléments relatifs au prix du tracteur, d'un tracteur. Je peux vous aider parce que j'ai parcouru le rapport en long et en large. Oui. En ce qui concerne, par exemple, les tracteurs versatiles, Voilà. voire numéro 16 et 17 de l'échantillon sélectionné. Le prix sur le marché varie entre 74 777 $ et 94 415 sur les 3 modèles examinés, alors que la valeur CIF indiquée par Africom est de 520 000 $ la pièce, ce qui représente 5,5 fois par rapport au prix du marché. En outre, pour 9 pièces délivrées, la facture d'Africom porte sur 10 pièces. C'est sur cette page-là que... Page 10, oui. C'est pourquoi j'avais... Annexe 9. Non, là, je suis sur la page 10 du rapport. Oui, oui. Mais l'annexe 9 donne tous les détails. Ok, donnez maintenant. Donnez maintenant parce que vous avez le tableau. Ok. Il y a le matériel électrique. C'est ça. L'impression ne s'est pas bien faite. C'est Belarusian Potash. Les montants qui a été constaté, c'était le montant d'origine, c'était 167 375 $ américains, et la facture émise par Africom représente le montant de 565 500 $, soit un écart de 398 125 $.
Le deuxième équipement, c'est Norwich Industry Company. La facture d'origine indique 495 880 et la facture Africom indique 1 237 544, soit un écart de 741 664 $. Le troisième cas, bon, il y en a beaucoup, je ne sais pas si ça suffit. Il veut continuer, il a demandé 3. Ok. Au moins 3, parce qu'il y en a beaucoup, mais au moins 3. Bon, je cherche celui qui a un grand écart, comme ça j'ajoute. Même un petit écart, c'est... On n'a pas dit grand écart. Bon, Argichem Corporation, ça c'est la facture d'origine, il indique 147 500 $, et pour le même équipement, Africom a émis une facture de 2 880 000, soit un écart de 2 732 500. Donc, la même facture, les mêmes biens, lorsque c'est Africom qui les donne, il multiplie ces montants-là, comme on l'a dit, parfois par 5, parfois par 6, parfois par 7. Il n'y a pas eu de cas où la facture d'origine est de 100 $, mais la facture émise par Africom est de 80 $. Non, on n'a pas trouvé. Même pour la machine, l'équipement qui a coûté beaucoup d'argent. Cet équipement, on a déboursé 7 millions, donc en fait c'était 7 900 000 $. Alors que les prix sur le marché, c'était en deçà de 1 million. Oui, UBEM, oui. Donc c'était l'usine mobile de maisons préfabriquées. C'était, je crois, importé pour la construction du parc, parce que le parc n'est pas construit. Quand vous allez là-bas, il y a quelques hangars, les bureaux, c'était dans un conteneur. Après avoir déboursé autant d'argent, les bureaux, c'était dans un conteneur. On a fabriqué quelques petites maisons là pour loger les gens, plus un hangar d'antéprosage de engrais et autres matériels, et un deuxième hangar où étaient placés les 2 petits porteurs, dont d'ailleurs les clés étaient emportées par un pilote sud-africain. Voilà. Donc on pensait que cette machine allait précipiter la construction du parc. Non, cette machine-là qui devait coûter dans les 500 000, a été achetée, parce que la facture est là, à 7 millions, 7 millions 900, donc pratiquement 8 millions, par la société Desticlox. Non, cette société, disons la société Africom, ne reconnaît pas ça. Non, au fait, nous donnons le nom. Le nom qui est sur la facture, c'est Desticlox. Ouais. Donc, dans ce cas-là, et la facture qui a été gonflée à souhait, même la société n'existe pas. La société écran, entre guillemets. Oui, collègue François. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sur ce point, j'aimerais, avec votre autorisation, Monsieur le Président, savoir si la machine IBM dont nous parlons a été achetée ou si elle n'a pas été achetée et que l'argent est sorti. Est-ce qu'elle a été achetée avec cette surfacturation ou bien l'argent est sorti, mais malheureusement, ça n'a pas été acheté. Merci, Président.
on ne sait pas à ce stade dire que la machine a été achetée ou pas. Ce qui nous a intéressé, c'est le montant qui est sorti du trésor public. D'accord. Et quand nous sommes arrivés sur place, on a trouvé certains équipements. D'autres étaient volés. Mais cette machine-là, si elle existait, elle ne pouvait pas être volée parce que c'est vraiment... c'est une usine mobile. Donc, on ne peut pas affirmer que c'était acheté ou ce n'était pas acheté. Néanmoins, vous affirmez que l'argent est sorti. Alors, je vais poser d'autres questions. Peut-être je finirai par là. Le gap global entre les factures, le montant réel et le montant de surfacturation. Est-ce que vous avez fait un effort d'établir, de déterminer le montant réel entre les différentes factures, avec le montant vrai et le montant qui ont été falsifiés en fait? En fait, je vais clarifier la question de la Cour. Vous avez le montant global qui est sorti du Trésor. Vous avez pu aussi épingler l'argent réellement dépensé pour le parc, entre l'argent qui est sorti et l'argent réellement dépensé pour la parc. Quelle est la différence? C'est juste ça. Bien sûr. Juste ça. Quel est le montant qui flotte? Merci beaucoup, Président. Nous avons souligné ici que ce n'est pas dans tous les dossiers d'importation que l'on trouvait les factures d'origine. Mais au contraire, dans tous les dossiers d'importation, il y a une facture, pratiquement tous les dossiers, il y a les factures de Africom. Mais c'est seulement dans quelques dossiers que nous avons trouvé les factures d'origine. Et le tableau que nous avons mis à votre disposition trace également l'impact entre les factures d'origine trouvées et les montants facturés par Africom trouvés dans le même dossier. D'accord. Alors, une autre question, Président. Je voudrais savoir comment se faisait le paiement des sociétés membres du consortium, comment ils étaient payés. Parce que vous avez dit, concernant la société Africom, les fonds étaient virés directement dans son compte bancaire en Afrique du Sud. Alors maintenant, pour les autres sociétés, membres du groupe consortium, comment se faisait le paiement? Et la dernière question, c'est de savoir qui avait commis le cabinet d'audit auquel vous avez fait allusion, le cabinet d'audit, qui a fait un travail avant vous. Est-ce que vous vous êtes référé à son rapport pour que ça vous guide, ou vous vous êtes rendu compte après coup qu'ils avaient fait presque le même constat que vous? Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je commence par la dernière question. La mission de Ernest et Young, c'était une mission qui était initiée par le Premier ministre honoraire lui-même. C'était bien avant. Et nous, quand nous sommes arrivés, il nous a envoyé la copie du rapport de cet audit. Mais comme on est aussi des auditeurs, on s'est dit, nous devons creuser pour comprendre ce qui s'est passé. C'est comme ça que nous sommes allés au-delà de ce que Ernest et Young ont découvert. La deuxième question, vous pouvez me rappeler? La deuxième question, c'est par rapport au mode de paiement des sociétés membres. Ah, ok. Ouais. Il n'y avait pas de paiement qui était adressé directement aux filiales d'Africom. C'était les comptes d'Africom en Afrique du Sud où l'argent était versé. L'unique compte. Je crois qu'il est
Les éléments sont dans les dossiers. Et c'est cette société qui s'arrangeait maintenant pour Payer. payer, oui, parce que c'est elle qui faisait tout. D'accord. L'acheteur et le vendeur. Amen. Attends. La collègue Kaloumé. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je disais merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Je voudrais poser une question à Monsieur l'inspecteur Wangi. Tout à l'heure, vous avez parlé des difficultés que vous avez trouvées pour avoir des pièces justificatives au niveau de la primature et même, je crois, au niveau du ministère des Finances. Et vous avez parlé d'un certain comptable, un code 0256. Alors moi, je voudrais savoir si, au niveau de la BCC, qui décaissait les fonds, qui a envoyé en Afrique du Sud à la société Africom, mais au niveau du comptable de 0256, qui avait aussi perçu de l'argent pour le compte de la primature. Alors comment on peut savoir à hauteur de combien, puisque vous n'avez pas trouvé de pièces justificatives à l'appui de ça, mais au niveau de la BCC, vous n'avez pas cherché à trouver des traces. Merci beaucoup, Madame Juge. Nous avons reçu les éléments de la chaîne de la dépense. Et les éléments de la chaîne de la dépense déterminent toujours le point de paiement. Si ça a été payé à l'extérieur ou si ça a été payé dans quel bureau comptable. Et c'est sur base des éléments de la chaîne de la dépense que nous avons décelé avec les libellés également, les paiements qui se sont effectués auprès des bureaux comptables de la primature et des finances, lesquels les deux étaient censés être gérés par une même autorité, les deux services. Mais nous avons les totaux. Je crois que ça doit être également dans les dossiers. Oui, collègue. Le total fait à peu près, donc un peu plus de 2 millions au niveau du ministère des Finances et un peu plus d'1,5 million au niveau de la primature. Et nous avons cherché à atteindre les comptables publics concernés. Parce que notre action, c'est d'aller jusqu'au bout. Les comptables des publics principaux de la primature avaient quitté le pays. Il était en Europe, je crois jusqu'au jour. Celui des finances, il était devenu député. En causant avec lui, il m'avait dit qu'il était à l'intérieur du pays. Quand il reviendrait, il viendrait à l'inspection des finances pour nous apporter les justificatifs. Mais il n'est jamais venu. D'accord. Merci. Oui, avant que le collègue ne fasse poser les questions, il y a une précision que je veux donner aux inspecteurs. Il y a l'inspecteur Wangi qui a dit merci madame le juge pour... Non, quand vous répondez, n'importe quel juge peut poser la question, mais c'est supposé que c'est la Cour, et quand la Cour a posé, c'est toujours le président. Ouais. Oui, collègue Christian. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse... J'ai 2 petites questions de précision qui s'adressent aux inspecteurs. La première, si j'ai bien suivi, pour ce qui concerne la responsabilité du prévenu Matata. Vous aviez dit que le projet était piloté à partir de la primature et que selon vous, cela se faisait par le biais d'une cellule qui était présidée par Madame Ida. Avez-vous la preuve de ces déclarations? Merci, Monsieur le Président. La preuve est versée dans les rapports. Il y a une annexe, un rapport avec la... Et c'est quelle pièce? C'est une lettre, si vous voulez, la nature seulement. C'est une lettre. Je voudrais vérifier
parce qu'elle n'était pas sur place, elle était en Afrique du Sud. Quand on a causé avec elle, je lui ai écrit. Elle avait dit qu'elle allait répondre, mais je voudrais vérifier dans les annexes si... je crois qu'elle m'avait même transmis une copie de PV. Vous avez signé. Pendant que vous cherchez, collègues, vous pouvez... Les autres peuvent chercher. La deuxième précision, je suis à la page 8 du rapport. Au point K spécifique paiement en faveur de la société MIC Industries. C'est juste ce qui concerne le fameux Ultimate Building Machine, UBM. Et vous dites que c'est une usine mobile destinée à construire des installations, donc ça doit être une mastodonte, donc une grosse machine. Et là, vous affirmez, hein, nous sommes à la page 8, hein, vous y êtes. Hein? Quand vous êtes à droite, vous cherchez, peut-être les autres peuvent suivre la question de précision. Alors, vous commencez, vous dites par ordre de paiement informatisé au pays, dont détail ci-dessous. Le Trésor public a procédé au paiement en 2 tranches d'un montant de 7 989 408,08 $ américains pour l'achat de l'UBM. Et vous poursuivez à la fin, vous dites que ce paiement a été effectué directement au compte de MIC Industries. Alors la précision, c'est savoir, MIC, parce que là, dans ce rapport, il y a plusieurs sociétés qui sont citées. Alors, MIC Industries, c'est quelle société? C'est une société congolaise, sud-africaine, c'est quelle société? Et puis, est-ce que l'ordre de paiement informatisé, vous dites que dans les détails ci-dessus, est-ce que c'est versé au dossier? C'est ça la précision. Le chef de mission a souligné ainsi que M. Gobert n'a pas reconnu dans son groupe la société MIC Industries. C'est une société américaine et dans les ordres de paiement, les adresses sont toujours précises. Le montant est repris dans l'OPI. Les références des dossiers sont dans les dossiers que nous avons également transmis. Les références des paiements sont également dans les dossiers qui sont à la disposition. D'accord. Dernière question, c'est à l'organe de la loi, à l'officier du ministère public. Là, je suis, disons, dans l'acte qui saisit la Cour, la citation a prévenu. Si vous permettez, à propos de la précision qui est demandée aux collègues, nous disposons, j'espère que c'est déposé également, si ce n'est pas déposé, nous devons ajouter la lettre du Premier ministre lui-même qui demande le paiement de quote-part de chaque société, des 3 sociétés créées, Parc Agri, Sepagri et Marikin. C'est signé par sa propre main. Alors, une question à l'OMP, à l'officier du ministère public. Je suis dans la citation à prévenu. Monsieur l'organe de la loi, quand on lit le libellé de prévention, vous poursuivez tout d'abord monsieur le prévenu Matata Pogno et le prévenu Krobler Christo, étant auteur et co-auteur. Pour le détournement d'une somme globale de 115 997 106 $ américains. Alors, je veux savoir, parce que les 2 sont poursuivis en participation criminelle, je veux savoir le degré de participation de chacun.
pour le détournement de cette somme ici, si cela est possible. Et c'est là aussi pour le prévenu Matata Pogno et Mutombo Mwana Nyembo Deogracias. Là, c'est pour le détournement de 89 millions de dollars américains qui étaient destinés à la construction du marché international de Kinshasa. Donc c'est ça la question. Et puis j'aurai, avec la permission du président, une toute dernière question pour l'officier du ministère public. Merci. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous poursuivons effectivement Bienvenue Matata Pogno et Grobler Christo en participation criminelle dans la mesure où les sieurs Matata, comme les inspecteurs vous l'ont dit, a été les concepteurs, l'exécuteur, les gestionnaires et celui qui ordonnait tous les paiements. Et cela sans que ça ne passe par les ministères des tutelles à aucune phase de la procédure d'engagement ou au niveau du contrôle, au niveau du site ou des audits qui étaient effectués. Ce qui nous a poussé pratiquement à stigmatiser cette intention de détourner dans la conception même du projet et dans l'exécution. Nous y reviendrons dans notre réquisitoire. Mais pourquoi nous disons que c'est la participation criminelle? Parce qu'effectivement, ni le ministre du portefeuille, ni celui des Finances, ni celui de l'Industrie n'ont été associés. Mais qui a aidé à ce que ces fonds soient pratiquement comme dans un trou de Danaï? C'est M. Grobler. C'est par lui que tout passait. La conception à la primature, mais les réceptacles ou, qu'est-ce que je peux dire, la caisse noire qui résorbait tous ces fonds, c'est Africom Commodity par Grobler. Voilà cette aide indispensable dans le détournement des fonds qui a été retenu dans les chefs de Grobler pour les tenir aussi co-participants à cette infraction. S'agissant du prévenu Matata Pogno et du prévenu Mutombo Mwana Nyembo, Monsieur le Président, votre cour connaît très bien comment fonctionnent les institutions. Le Premier ministre, quand il débloque les fonds, surtout dans cette structure, il a au moins l'obligation de contrôler ce qui est fait avec ces fonds-là. Il ne peut pas, chaque jour, chaque semaine, comme nous aurons à le démontrer plus tard, débloquer 4 800 000 dollars chaque mois en fermant les yeux, sans jeter un coup d'œil, sans poser des questions de savoir comment étaient utilisés ces fonds-là. Mais quand il donne l'ordre qu'on paye en procédure d'urgence, les ministres des Finances relaient l'ordre à la Banque centrale. La Banque centrale, l'organe gestionnaire principal, c'est le gouverneur de la banque, qui est ici le prévenu Mutombo Mwana Nyembo, qui a eu à payer, parce que là, c'est pour les 89 millions de dollars que nous avons retenus, je pense au moins 13 fois, 14 fois, 4 800 000 dollars américains pour le projet ou la réalisation du projet de marché pompeusement appelé international de Kinshasa. Il paye
Mais nous disons, ok, vous avez payé. Mais M. Grobler dit que pour ces fonds, les 80 millions de dollars affectés à la réalisation, à l'exécution du projet Marikin, marché pompeusement appelé international de Kinshasa, je n'ai reçu aucun fonds. Alors prévenez Mutombo, parce que vous avez ordonné qu'on paye. Où sont partis les fonds? Prouvez-nous comment vous avez. Il nous dit, requérez, parce que je ne suis plus gouverneur, requérez la Banque centrale pour qu'on vous donne les éléments. Nous requérons la Banque centrale ne nous donne aucun élément. Les éléments, c'est lequel, effectivement? Les codes SWIFT des banques commerciales par lesquels ont transité ces fonds-là. Il n'y en a pas pour les 89 millions de dollars. Il n'y a pas ces codes SWIFT de ces banques commerciales par lesquelles ont transité. Alors, le Premier ministre ordonne qu'on paye chaque mois 4 800 000 $. Le gouverneur de la Banque centrale, qui d'ailleurs, à la fin de chaque journée, fait une clôture de la comptabilité de la banque, mais ne se rend pas compte que les banques commerciales, est-ce que les banques commerciales ont reçu ces fonds? Est-ce qu'en retour, on nous a donné le code SWIFT? Mais ce silence, cette abstention entre les deux responsables, et le gouverneur de la Banque centrale, ce n'est pas le gouverneur peut-être d'un quartier ou des fonds d'un ligablo, le gouverneur de la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Que peut signifier cette légèreté dans la gestion des fonds du contribuable congolais? Le Premier ministre, ce n'est pas comme nous l'avions entendu, de l'autre côté de la barre, on a parlé que non, on s'agirait d'une république bananière. Non, la République démocratique du Congo est un État souverain. Monsieur le procureur général. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de contradicteur. Ah, merci, Monsieur le Président. Ça aurait été mieux de signifier à l'audience passée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contradicteur, les prévenus ne sont pas là. Les inspecteurs qui sont là, les publics risquent de croire que les inspecteurs qui sont là, ce sont vos contradicteurs. Et pourtant, vous êtes avec eux. Ah, d'accord. Donc, c'est à l'audience passée que vous avez eu des contradicteurs. Merci, Monsieur le Président, pour le rappel. Donc, je disais donc que si nous poursuivons le prévenu Matata en corréité avec le gouverneur, c'est pour cette légèreté qui ne fait que ressortir les détournements de ces 89 millions de dollars, parce que le prévenu Matata a ordonné qu'on continue à payer sans contrôle, sans suivi, sans rapport, et le gouverneur de la Banque centrale, le prévenu Mutombo, a dit qu'il a payé alors que nous n'avons pas le code SWIFT des banques qui ont reçu ces fonds, dès lors que le prévenu Grobler dit qu'il n'a pas reçu ces fonds-là. Voilà un peu, Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais nous y reviendrons. Merci. Monsieur le Président, une dernière question, toujours à l'officier du ministère public. Ça concerne la création de 3 sociétés du groupe Parc agro-industriel de Bukangalonzo. Il s'agit de Parc Agri, Sepagri, Marikin. En essayant de faire attention au rapport qui nous a été produit par les inspecteurs généraux de finances, je constate qu'il y a des sigles SA, juste après, disons, les abréviations de ces sociétés. Ce que je présume, ce sont des sociétés anonymes. Alors, dans Parc Agri, l'État congolais a 85% et Africom 15%. Et la direction générale était confiée à l'État. Dans Sepagri, SA, toujours selon les rapports des inspecteurs, l'État congolais a 70% et Africom 30%. Et dans cette société, si j'ai bien lu, la direction générale est confiée aux administrateurs d'Africom. Et dans Marikin SA, c'est 50-50, 50%, 50%.
Et là aussi, la direction générale est confiée aux administrateurs Africom. Alors, quand nous allons à la page 10, ce qui a attiré en fait mon attention, à la page 10, donc quand on regarde le tableau qui est au-dessus, donc à l'entame de la page, là nous avons Bukangalonzo Parc Agri SA et comme DG c'est Ida Kamonji. Dans ces pagris, DG c'est Christo Grobler et PCA, donc le président du conseil d'administration, un certain Rufin Makaya Ngaï. Et dans le marché international de Kinshasa, Marikine SA, là, l'administrateur, c'est Christo Grobler et Peter. Et le PCA, c'est Jean-Paul Nemoyato, PCA. Et José Mélan comme DG. La première question, c'est de savoir, est-ce que nous savons que dans une société SA, le conseil d'administration a comme pouvoir d'orientation entendre ces administrateurs ici, de ces sociétés SA, pour savoir si c'est eux qui avaient donné des orientations. Parce qu'il y a eu des sociétés qui ont fonctionné, il y a eu des sorties de fonds. Et en principe, c'est le conseil d'administration qui devait préparer tout ça. Est-ce que vous aviez à les entendre pour savoir si c'est eux qui avaient, disons, donné des orientations, saisir pour toutes les questions qui concernent la bonne marche de la société, ou bien procéder au contrôle, ils devaient aussi contrôler. C'est ça la question. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Savoir si nous avons interrogé les responsables de ces sociétés, nous avons effectivement entendu la responsable de Parc Agri, Madame Ida Kamonji, qui a tout simplement déclaré que pour tous les fonds, bien sûr qu'au dossier vous trouverez les rapports de l'utilisation des fonds qu'elle a dû recevoir du fonds de promotion de l'industrie, je pense. Elle a justifié, sous réserve des conclusions que vous y tirerez, mais du moins à notre niveau, nous avons trouvé qu'elle avait justifié valablement les fonds qui avaient été donnés par les fonds de promotion industrielle. Mais pour ce qui concerne maintenant des fonds pompés par les trésors publics dans le Parc Agri, elle l'a constaté que ces fonds-là ne lui étaient pas, disons, versés directement, ou n'étaient pas versés dans les comptes des Parc Agri qu'elle gérait. Tous ces fonds passaient par Africom. Et les prévenus Grobler a reconnu ce fait, qu'effectivement, elle recevait ces fonds, il recevait plutôt ces fonds, mais se posait la question de savoir pourquoi on lui a envoyé ces fonds-là. Et quand on lui pose la question de savoir, oui, mais parce que vous posez la question de savoir pourquoi on vous envoie ces fonds, vous en avez fait quoi? Bon, il n'y a pas de suite, parce qu'elle ne rétrocède pas. Et vous trouverez au dossier des correspondances de la responsable Ida Kamonji qui s'est plaint de la déconfiture prochaine des Parc Agri, faute de moyens. C'était adressé au prévenu Matata, qui n'a jamais réagi. S'agissant de ces Parc Agri, c'est le prévenu Grobler qui était responsable. Bon. Nous avons posé des questions à propos de ces Parc Agri. Pourquoi nous avons posé des questions à ces sujets, tout comme au sujet des Parc Agri et des Marikines? C'est parce qu'on a fait
des sociétés, comme toute société, où les actionnaires doivent faire leurs apports. À concurrence, pour l'État, par exemple, dans Parc Agri de 85%, et le reste par l'associé Africom. Mais dans toutes les trois sociétés, les actionnaires autres que l'État n'ont pas libéré leur part sociale. Au contraire, pour les 100% constitutifs du capital social, c'est l'État congolais qui paye, suivant les instructions du prévenu Matata, et vous avez au dossier les OPI et les ordres qu'il a donnés pour qu'on libère intégralement, du seul point de vue de l'État congolais, les 100% du capital social de ces trois sociétés. Nous nous sommes donc focalisés sur ça parce qu'on ne peut pas comprendre que vous constituez une société où finalement vous dites que vous avez des actionnaires qui doivent faire part, qui doivent, comment dirais-je, verser leur part. Ces actionnaires ne les versent pas, mais c'est l'État congolais qui supplée. Et on appelle ça société anonyme. Et à plusieurs associés. C'est ce qui nous a plus intéressés à ce niveau-là. Bon, pour Marikin, ça n'a jamais vu le jour. Bon, vous avez cité certains noms, je ne sais pas. Nous avons posé la question. Les prévenus Groblet a dit que les fonds qui étaient débloqués pour Marikin ne lui sont jamais parvenus et que donc, si les fonds débloqués pour Marikin n'ont pas été versés, Marikin a-t-il existé? Non. Il n'a été qu'un slogan creux qui a été balancé à la face du monde, mais il n'y avait rien. Voilà un peu. Donc je voulais un peu insister sur le fait que si nous parlons plus de CEPAGRI, Parc Agri, Marikin, c'est le fait de dire que les parts sociales ont été intégralement sur ordre du prévenu Matata libérées par l'État congolais. Merci, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, Monsieur le procureur général, et veut préciser que en posant des questions au ministère public, ce ne sont pas réellement des questions, c'est juste pour permettre au ministère public d'éclairer sur certains points, étant donné que c'est par défaut. Donc j'aimerais donner cette précision-là. Oui, collègue, attends. Je reviens sur le rapport, je suis à la page 14. À la page 14. Même quand nous posons des questions comme ça aux inspecteurs généraux des finances, ce n'est pas qu'ils sont prévenus. Ils ont eu le privilège de faire les investigations, ou la primeur de faire ces investigations, et c'est normal qu'ils puissent nous en donner de plus amples précisions. Je suis au premier point, page 14, sur base d'un échantillon de 17 déclarations obtenues. Vous voyez là où je suis? Ok. Non, pour les inspecteurs. Ok. J'arrive 1, 2, 3, 4, 5. Sixième ligne. Sixième ligne. Toutefois, en considérant les dépenses liées au fonds de roulement et en ramenant ce coefficient de sous-facturation à 7 fois moins, entre parenthèses, au lieu de 7,8 par rapport au total des fonds décaissés, les sommes réellement affectées aux activités du parc représenteraient un montant de 34 150 507 $ américains et l'estimation des fonds non justifiés représenterait ainsi un montant de 204 903 042 $. Comment vous expliquez cet écart? Donc, les montants décaissés, et vous avez pu voir qu'il y a un montant très faible qui a été utilisé pour ce projet-là, et que le montant est réellement injustifié.
serait de 204 903. Comment vous êtes arrivé à cela? Merci, Président. C'est un problème de gymnastique arithmétique. Parce que nous nous sommes retrouvés devant la situation telle qu'il n'y avait pas de pièces. Donc, c'était un pillage systématique. Nous avons demandé aux agents qui nous ont accompagnés sur le terrain de ramasser tous les papiers qu'on a fait passer par là, classeurs. On les a mis dans la DIP. Je crois que c'était 2 DIP. On a ramassé ces papiers en désordre. On a passé à peu près une semaine à entrer dans ces dossiers. Mais il y avait tellement de choses qui manquaient que ça ne pouvait pas nous amener très loin. Alors, on a décidé de reconstituer les montants qui étaient supposés être utilisés pour ce parc par rapport à l'indice que nous avons déterminé ici sur la surfacturation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord enlevé les montants de 45 millions de dollars qui étaient destinés à la construction du poste pour l'alimentation en électricité du parc et puis la construction de la ligne. On a enlevé ces montants. On a aussi considéré que, comme l'entreprise fonctionnait déjà, il y a eu un fonds de déroulement. Il y a eu des dépenses qui ont été effectuées, notamment pour payer les salariés, d'autres agents qui travaillaient là-dessus. L'argent pour payer les carburants, parce qu'il y a eu des factures que nous avons. Pour les factures, par exemple, de Total, ça représentait plus d'1 million de dollars. Donc c'est sur cette base-là qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut déflater du montant de 232 millions qui restait après avoir enlevé ce qui était des dépenses locales, dont la construction du poste pour la fourniture de l'énergie électrique. Nous avons déflaté ces montants-là par les coefficients de 7. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à 200, donc sur 232, on s'est retrouvé avec 204 dollars, 204 millions de dollars pour lesquels il n'y avait pas de justification. C'est cette gymnastique intellectuelle que nous avons faite parce qu'il n'y avait pas de pièces. Donc ce sont les estimations. D'accord. La Cour peut aller un peu plus loin. Quand vous prenez les coefficients de 7, or dans le tableau, même dans certaines de vos explications, vous avez montré que la surfacturation, dans certains cas, dépassait largement les 7 fois. Donc, en prenant les 7, vous êtes d'avis que le montant détourné pouvait aller au-delà de 204 millions. Oui, Président, ça pouvait aller au-delà, mais on s'est dit, faisons la moyenne. Sur les 17 factures, donc quand vous regardez le tableau qui a été constitué, cela nous a amené, à partir des écarts, cela nous a amené à avoir un indice moyen. Donc, parce que pour certains décaissements, ça arrivait même à 15 fois. Pour les autres, c'était 3 fois, 2 fois, donc il y avait une variation. Alors c'est en faisant la moyenne qu'on est arrivé à 7,8
Et pour être beaucoup plus humble, on a supprimé les 0,8 pour rester à 7. Oui, collègue François. Monsieur le Président, je vous remercie. Selon vous, la variation là dépendait de quoi? Quels sont les critères de variation? Donc, quelles sont les dépenses où la surfacturation était par exemple de 3%? Et quelles sont la catégorie ou les catégories de dépenses où ça pouvait aller à 7%, à 15%? En fait, quels sont les critères que vous aurez définis pour expliquer cette variation? Est-ce qu'il y a des catégories de dépenses qui pouvaient justifier ces variations? Une question très difficile. On ne s'est pas livré à cet exercice. D'accord. Mais lorsque nous regardons, le jeu s'est joué surtout avec les équipements. Parce que dans l'approvisionnement, il y avait des équipements et il y avait des intrants. Les intrants agricoles, bien que ça coûte un peu cher aussi, mais par rapport à l'impact financier, ça ne représentait pas grand-chose. Ce qui fait que s'il y avait des manipulations à faire, ce serait au niveau des équipements qui représentaient les gros des montants. D'accord. Alors, par rapport à ces équipements-là, achetés ou présumés achetés pour les activités du parc, ça peut représenter quel coût exactement? Le coût dans les 204 millions ici, les équipements eux-mêmes peuvent prendre combien? Vous n'avez pas fait l'exercice? D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, qu'est-ce qui est disponible comme équipement sur terrain? Vous êtes descendu sur terrain. Vous avez fait un répertoire, une liste des équipements. Surtout, ne me renvoyez pas au document ici. Hein. Bon, non. Pas, ouais. Vous pouvez le dire, les équipements que vous avez retrouvés sur place. Bon. Nous vous avez un inventaire? Oui, il y a un inventaire qui a été fait. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui nous a conduit à passer pratiquement 3 jours. 3 jours qu'on a passé à Bukangalonzo. Oui. D'accord. Ok, d'accord. Alors, maintenant là, parce qu'il y a, quelque part, j'ai lu qu'il y a des équipements, je pense à la page 12, des équipements qui ont été pillés, abandonnés. Ceux qui ont été abandonnés, vous les avez trouvés sur place. Alors, par contre, ceux qui ont été pillés et volés, ça, je pense que avec le procureur général, vous devez avoir pu identifier les personnes physiques ou les personnes morales qui les ont soit achetées, soit repris. Parce que c'est de grosses machines. C'est de grosses machines qu'on ne peut pas garder dans un dépôt. C'est vraiment très vaste. En principe, avec vos investigations et celles du procureur général, vous devriez être en mesure de savoir que tel équipement, ça se trouve dans tel site, ça se trouve chez telle personne morale, chez telle personne physique, ça se trouve au Congo, ça se trouve à l'étranger. En tout cas, moi je pense que vous devez être arrivé à ça. À moins que le procureur puisse... Président, excusez-moi. Non, disons qu'ils peuvent répondre parce que ça revient. Ils peuvent répondre, il n'y a aucun problème. Quand nous avions parlé, c'est juste pour cibler ceux qui sont prévenus, surtout qui ne sont pas là. Mais tout est dans le dossier. Vous êtes libre de... Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour répondre ou aider les inspecteurs à donner des précisions. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour. Vous avez été sage en recommandant de ne pas citer les personnes qui n'ont pas été appelées à se justifier. J'ai enlevé la sagesse. Ah bon, merci. De toute façon, en tant qu'officier du ministère public... Non, parce que c'est un procès public. Oui. On risquerait de croire qu'il y a des personnes protégées. Non, il n'y a pas de personnes protégées. Nous sommes là pour que toute la vérité éclate
mais seulement la Cour voulait insister sur un fait. J'ai lu le rapport, c'est au conditionnel. Le rapport, quand on cite ce nom-là, c'est au conditionnel, ce qui fait que les inspecteurs ayant une mission d'aller avec une mission précise, n'ont pas prolongé leur mission en auditionnant ces personnes-là qu'ils ont mentionnées dans les PV. C'est juste pour cela. Mais il n'y a rien à protéger, il n'y a personne qui peut être protégé. Je voulais d'abord donner une petite précision. Je dis bien que même si à ce jour on retrouvait tous les matériels acquis, ces matériels-là, dans leur globalité, une globo ne représenterait que 34 millions de dollars. Donc les faits resteront constants pour établir que 117 millions pour les deux premiers prévenus et 89 pour les deux derniers prévenus ont été détournés. Maintenant, s'agissant des matériels acquis grâce à 34 millions de dollars, effectivement, nous avons diligenté les enquêtes et les procès-verbaux ont été dressés avec l'identité des personnes ayant subtilisé une part importante de ces matériels. Et nous avons été particulièrement... nous nous étions investis particulièrement pour la machine, l'Ultimate Building Machine, qui est une grande machine à faire des maisons préfabriquées. Il gît au dossier des pièces qui renseignent sur les personnes qui ont été sur place pour prendre et pour déposer à celui qui avait donné les instructions. Il s'agit au dossier. Pour le reste, c'est des personnes qui ne relèvent pas, parce que ça, ce n'est pas le détournement, c'est le vol, la soustraction frauduleuse, par des personnes qui ne relèvent pas de la compétence de votre très haute cour. C'est pourquoi peut-être vous ne voyez pas transparaître ça au dossier. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Oui, collègue Aristide. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Je voulais poser deux petites questions au ministère public. On ne pose pas de questions au ministère public. Nous avons le réquisitoire du ministère public. Nous avons un rôle actif avec les prévenus, ensemble avec le procureur général. Et s'il y a des zones d'ombre, les inspecteurs qui ont fait le rapport sont là. Le ministère public, en principe, on ne lui pose pas de questions, en principe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Avec votre permission, je veux solliciter un éclaircissement du rapport de la part des inspecteurs comme ils sont là. Ils sont à la page 14. Donc, je crois que c'est le point qui concerne la responsabilité des acteurs. Et ici, il s'agit du prévenu, des responsabilités du prévenu Augustin Matata Pogno. Alors, c'est le deuxième point. Là, vous parlez de l'abstention coupable. Donc, vous dites que vous reprochez l'abstention coupable pour n'avoir pas mis en place des mécanismes minimaux pour garantir la surveillance dans l'utilisation des fonds décaissés par le Trésor public. Et vous précisez que c'est notamment la nécessité de mise en place d'un service d'audit interne au comité de suivi et de tenir la comptabilité sur place en RDC au lieu de la tenir en Afrique du Sud, comme vous l'aviez dit. Et vous dites que cette négligence-là qui a facilité la surfacturation généralisée que vous aviez vous-même constatée. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la réponse que le prévenu Matata vous avait réservée.
il a dit ceci, il dit que non, c'est l'entreprise Africom qui était la seule responsable pour l'exécution technique et financière du projet. Et c'est sur base du contrat. Et il dit que la primature n'en était pas signature. Donc il a fait le Ponce Pilate, il a lavé le main. Alors j'aimerais savoir votre réaction quant à ce. La réaction de Matata, comment vous réagissez par rapport à ça? Merci. Oui, peut-être à ce niveau-là, nous risquons de donner aux inspecteurs des finances le rôle qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas à eux de réagir à la réaction du prévenu Matata. Ils ont posé, n'oublions pas que tout ce que les inspecteurs ont fait a été entériné et porté par le ministère public. Donc, c'est tout à fait normal, parce qu'eux ne peuvent plus se mettre... ils ne sont pas ministère public, ce ne sont que des OPJ. Merci, Président. D'accord. Je crois que pour ce qui concerne les éclaircissements, la Cour est suffisamment éclairée. Nous avons voulu, si les prévenus étaient là, on pouvait prendre même 3 jours d'instruction. Une dernière question. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vois ici, les inspecteurs n'ont fait que 20 jours pour une si grande mission, un travail très imposant. 20 jours, ça me paraît un peu insuffisant, monsieur les inspecteurs. Généralement, le nombre de jours sont à titre indicatif. Mais à cela, il faut ajouter que j'ai fait à peu près 6 mois ici chez vous pour compléter les dossiers. Ah, d'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Oui, c'était une précision. Ils ont beaucoup travaillé avec le parquet général, notre parquet général. D'accord. Pendant plusieurs mois pour donner, il y a eu des missions. Même le parquet général a fait certaines missions. Mais toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas les mentionner. D'accord. Merci, Président. Droit et finance.